Je rappelle qu'avec Freud, on quitte le monde binaire. C'est ce que je lui prends là. Il n'est pas le premier à le faire. La preuve, c'est que je montre que Hegel, le siècle avant, mais enfin, ça crée une famille de pensée, y compris avec Marx. Hein, ça crée une famille de pensée. Il n'y a pas moi et la chose, il y a moi, la chose et l'autre. Ce troisième terme qu'on exécute tout le temps. D'accord ? Il ne faut pas que je cherche avec un microscope dans la boisson, dans les molécules du vin, ce qui fait que je lui suis tellement attaché. Ouais, ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est le partage. Le calumet qu'on se passe, le pétard qu'on se passe, l'apéritif qu'on partage. Je veux dire. D'accord, voilà. Donc le mot, en général, le mot est lui-même au centre de ce ternaire dont je parle, de ce triangle. Car avec le mot, j'exprime. Je, ça fait numéro 1. Quelque chose, numéro 2, à quelqu'un, numéro 3. Voilà mon triangle. C'est pas compliqué. Mais il ne faut pas oublier le numéro 3. Car quand on entend quelqu'un parler tout seul, c'est jamais c'est jamais une louange. On dit, le mec, il grésille du trolley, comme on dit dans Tintin. Hein, ou il travaille de l'électron. C'est intéressant. Si on parle, c'est qu'on s'adresse à quelqu'un. Et comme dit admirablement Lacan, avant de signifier quelque chose, toute parole signifie pour quelqu'un. Avant. Ça veut dire, je ne sais même pas encore si ce que je vais dire a un sens. Quand je drague une fille dans un train, c'est un jeu de bidasse. Hein. Je dis n'importe quoi pour la faire rire. Ouais. Donc avant, ça signifie rien tout ce que je dis. L'important c'est qu'elle ne descende pas à la prochaine station. Ouais. Donc avant de signifier quelque chose, si je parle, c'est que je suis dans une situation où un sujet s'adresse à un sujet. Pour dire quoi, on verra. Selon que c'est l'avocat, la drague, le poème, la philosophie. C'est un autre point. Mais c'est un quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. Mais il lui adresse quoi? Quelque chose. Il y a donc bien 3 sommets du triangle. On est bien dans le ternaire. C'est l'ordre du signe en général. Ce n'est pas le cas du signal. La fumée signale le feu. C'est binaire, ça. C'est un rapport de quelque chose à quelque chose. Il n'y a pas de quelqu'un, là. Alors, pour l'animal, qui est entre le quelque chose et le quelqu'un, pour l'animal, la fumée, grâce à la fumée, il a la chance que ça lui signale qu'il y a le feu de brousse, qui est pas loin, il peut détaler. D'accord? Mais c'est un rapport purement naturel entre la fumée et le feu, c'est pas conventionnel, c'est pas comme le mot lion, L-I-O-N, qui en français signifie lion, alors que c'est Diarra au Mali. Il n'y en a rien à voir, il n'y a pas un lien, là, naturel, entre le signifiant et le signifié. Le signe déborde largement le signal. Le signal implique la consécution naturelle du signifiant et signifié. Il y a d'abord le feu et après la fumée. C'est physique, ça. Pas de fumée sans feu, bah oui. Y égale F de X. Par contre, quand je parle, avec des mots, avec le langage, non pas quand je fais de la communication comme les abeilles, non, comme je parle avec du langage, là il y a 3 choses. Je répète, moi qui parle, la personne à qui je m'adresse, ou l'inverse, c'est elle qui s'adresse à moi, et le quelque chose qu'elle me signifie. Si vous voulez, un autre champ métaphorique qui fait bien comprendre aussi ce seuil que nous fait franchir l'accès aux logiques, au logos, au langage. Je rappelle quand même tous ces liens. Hein. C'est, je pense, peut-être parce que j'ai vu Laure Durin dans une magnifique version récemment à la Philharmonie, c'est le passage d'être plongé dans l'eau à tout d'un coup arriver à la surface. La respiration. Le langage, c'est ça par rapport à la nuit animale. D'être enfermé dans la singularité, qui est très riche aussi, d'accord? Mais vous voyez la différence. Je fais allusion à Laure Durin, hein. Je veux dire, où on entend ce prélude qui se passe dans les profondeurs et tout d'un coup, la première fiche du Rhin, là, la première phrase, la première fois qu'il y a le langage. Jusque-là, il n'y a que les instruments. C'est que du symphonique et tout d'un coup, c'est opératique. Il est bien dit dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Adam le privilège de nommer les créatures. Les abeilles peuvent se communiquer où est la nourriture, à quelle distance et dans quelle direction, ce qui est déjà hyper sophistiqué comme concept de communication, mais ce n'est pas un langage. Dans un langage, il y a une domination. Ça, on le voit passer dans notre discussion. Et Hegel a très bien vu ça.
Tu es pierre, c'est sur cette pierre que je construirai mon église. Et l'instant que je nomme, je suis le maître de ce qui est nommé. D'accord? Mon chat, je l'appellerai Bintou, parce que je suis son maître. Et tu donnes un nom à tes enfants. Le pater familias, c'est un tu collectif. Hein. Je veux dire, c'est important. En nommant une chose, on supprime toute sa réalité empirique. Dans cet ouvrage-là qui s'appelle Première philosophie de l'esprit, Hegel s'exprime, c'était juste 1805, 2 ans avant la Phéno. Hein. C'est le moment où le système commence à prendre forme, à Iéna, et il s'exprime à voir quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour que l'esprit apparaisse, qu'il appelle l'esprit, l'histoire, enfin bref, disons la sphère anthropologique. Hein. Je dis le contexte. Hein. Et comme il a encore un vocabulaire schellingien à l'époque, il emploie le terme de puissance, au sens de racine, ce qui est en puissance. Hein. Dans quelle sphère l'esprit est en puissance? Sans ces puissances, il ne serait pas apparu. Il voit 3 puissances, 3 racines, je préfère, de l'esprit, la mémoire, le langage. Pour l'instant, on reste dans le monde intérieur, hein, subjectif. Et tout d'un coup, l'outil, là, il y a un rapport au monde extérieur. Et c'est un seuil. Mais revenons en arrière, sur la mémoire et le langage. Il y a ce passage-là, où il illustre bien ce rapport de domination, celui qui va être connu dans toute l'histoire de la pensée comme étant la dialectique du maître et de l'esclave. Et c'est pas un hasard si ça le travaille, la question de domination. Déjà, je fais une parenthèse dans la parenthèse, dans ses travaux théologiques de Genèse, dans son extraordinaire esprit du christianisme et son destin, où il analyse d'une manière, on dirait aujourd'hui, anthropologique, presque ethnologique, comment a pu surgir la figure d'Abraham dans le désert. D'accord ? Comment on a pu quitter l'animisme qui était notre religion à tous, et qui le demeure encore pour beaucoup d'entre nous, spontanément, lorsqu'on ne réfléchit pas, dedans, il parle tout de suite de domination et de servitude. Le Dieu d'Abraham est un Dieu qui domine la nature, ce qui est très différent des nymphes dans les sources. Le divin ne domine pas. Tout d'abord, le langage ne parle qu'avec ce soi, qu'avec la signification de la chose. Il donne un nom à la chose. C'est pas comme un signal, hein, comme les fourmis font entrer la vie des antennes. Il y a le nom. Il donne un nom à la chose, excusez-moi, voilà, et exprime ce nom comme l'être de l'objet. Il remplace l'être qui suit de l'objet, à avoir un poil de couleur noire, une respiration, un halètement et des yeux jaunes, là, il remplace ça par le nom. Et il donne un nom à la chose et exprime ce nom comme l'être de l'objet. Qu'est-ce? Nous répondons, c'est un lion, un âne. Et il prend des exemples de noms d'espèces animales. Ça, c'est l'homme qui décide ça. Hein. C'est un lion, un âne, etc. Cela est. C'est-à-dire, ce n'est absolument pas quelque chose qui a une couleur jaune, des pattes et ainsi de suite. Un être autonome propre. Autonome, terminé, je suis le maître. Hein. Mais c'est un nom. Un son de ma voix. Quelque chose de tout autre que c'est dans la perception. Il dit dans l'intuition. Pas que vous fassiez le contresens, c'est la perception. Hein. Et tel est son être vrai. C'est quand je le nomme qu'il est élevé à sa vérité. Car elle ne sait pas qu'elle est un mammifère. Les formes de pensée, enfin pas le langage là, les formes de pensée, rationalisme, empirisme, sont tout d'abord extériorisées et déposées, c'est souligné, dans le langage de l'homme. On ne saurait de nos jours trop souvent rappeler que ce par quoi l'homme se distingue de l'animal, c'est la pensée. En tout ce qui devient pour lui quelque chose d'intérieur, une représentation générale, en tout ce qu'il fait sien, le langage s'est immiscé. C'est d'une modernité pré-structuraliste. Le langage s'est immiscé. Et tout ce dont il fait une parole et qu'il extériorise en celle-ci contient, plus enveloppé, plus mélangé ou laborieusement dégagé, une catégorie. La catégorie de l'un, du multiple, du continu, du discontinu, tout ça se glisse quand on parle. Mais si l'on oppose la nature en général en tant que ce qui est physique à ce qui est spirituel, nature esprit, nature culture, nature praxis,
on devrait nécessairement dire que le logique est bien plutôt le surnaturel, qui s'immisce dans tout comportement naturel de l'homme. Par exemple, manger, c'est naturel. Hein. Manger pour vivre, c'est pas du tout culturel. Mais la manière dont je mange, d'accord, à 20h chez les Français, à 18h chez les Allemands et les Américains, d'accord, avec des baguettes chez l'un, avec des fourchettes chez l'autre, tous les 3 doigts de la main droite dans l'Orient, ça par contre, c'est culturel. Comme si l'homme, comme le raton laveur mouillait d'abord avant de manger, comme si l'homme voulait imprimer sa marque, ne serait-ce que cuire les aliments depuis la nuit des temps. Là où il y a apparemment une nécessité naturelle, il immisce quelque chose qui ne l'est pas. Donc le surnaturel qui s'immisce dans tout comportement naturel de l'homme, dans son pouvoir de sentir, d'intuitionner, de désirer, dans son besoin, son impulsion, et en fait par là en somme quelque chose d'humain. Même si c'est de façon purement formelle, des représentations et des fins. C'est l'avantage d'une langue que de posséder un contenu riche. Bon, après, il va glisser au fait que l'allemand a l'immense avantage d'avoir des mots qui expriment des contradictions, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Freud dit la même chose. Quand il dit il y a des mots qui veulent dire une chose et son contraire. Quand il parle de l'ambivalence des pulsions. J'adore une personne d'amour et en même temps je la hais dans mon inconscient, ou l'inverse. Hein. Je crois la haïr et en fait, c'est parce que je lui voue un amour inconsidéré. D'accord. Et il montre qu'il y a des mots dans la langue, et lui aussi c'est la même langue allemande, qui expriment ça. Et pas seulement parce que quand Hölderlin dit on peut aussi bien tomber vers le haut que vers le bas. Et un fou sait ce que ça veut dire. On peut aussi bien tomber vers le haut que vers le bas. On a analysé que tomber vient de tumer, un vieux mot latin, qui veut dire à la fois trou, creuser, et en même temps protubérance, tumulus, tum. Il y a un dialogue de Platon qui inaugure toutes les philosophies du langage, qui est célébrissime, c'est le cratyle. Mais c'est tombé. Surtout ne le lisez pas demain parce que c'est épouvantable. Quelle est l'origine des noms? C'est ça le grand problème. Platon. Je dis parce qu'il y a des tas de jeux de mots et tout, vous vous y perdriez déjà. Moi-même qui ne suis pas helléniste, je suis obligé de me référer à des hellénistes pour comprendre certains passages, parce qu'il y a des jeux de mots qu'on ne peut pas comprendre en dehors de la langue. Peu importe. Toujours est-il que le problème, et ça c'est notre sujet-là, que pose Platon dès le départ, qui ne va pas changer jusqu'à maintenant, la preuve, c'est ça l'alternative. Est-ce que le langage est par nature ou par convention? Est-ce que le rapport du mot à la chose est un rapport naturel, comme la fumée exprime naturellement le feu? Par exemple, ça se verrait dans des mots très proches de la chose, comme les mots plouf, hein, des mots comme ça, ou hush, pour dire chute en anglais, hein, ou chute qui n'est pas très bien non plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mots comme ça dans la langue, si vous regardez bien. Et même cocorico, qui semble très près de ce qu'on entend le matin, la preuve que c'est quand même, non pas la chose, mais un mot, donc une convention coupée la nature, c'est que les Allemands disent kikiriki, d'autres peuples disent kekiriki, et les Anglais qui font rien comme tout le monde disent même coucou-de-le-dou. Donc c'est pas l'oreille seulement qui nous le dicte. S'il n'y a que l'ordre naturel, on ne comprend pas comment le langage peut apparaître. Mais c'est pas magique, parce qu'un galet éclaté, c'est surnaturel. Ce n'est pas naturel, c'est artificiel. Voilà ce que je suis en train de dire. Je laïcise la problématique maintenant. D'accord? Un habit de peau de bête, c'est pas ma peau, c'est pas ce que j'ai reçu par ma naissance natale, naturelle. Alors que le chat, là, il lui suffit de son pelage pour être vêtu, si je puis dire, et l'ours blanc encore plus, et ainsi de suite. Donc surnaturel au sens de non naturel, pas un sur de valeur, nécessairement. On est passé de l'information, car les fourmis s'informent, les abeilles s'informent, les dauphins s'informent. Les orques, c'est pareil que les dauphins, ont un système de sonar, vous connaissez, d'accord. Comment on est passé de ça au langage? Descriptivement, on le sait. Le langage humain est le seul à avoir ce que Saussure appelle, premier des linguistes modernes, le double niveau d'articulation. Alors je rappelle, il y a dans tout langage humain un double niveau d'articulation. Il y a un premier niveau, premier au sens presque chronologique ici, parce qu'il est naturel, ça c'est pas nous qui l'avons décidé, il est physiologique, c'est l'ensemble des articulations que le gosier humain peut émettre, qui n'est pas infini, mais qui est quand même
très développé, qui n'est pas plus raffiné que celui de l'oiseau. Il y a des sons qu'un oiseau peut faire et que je ne peux pas. Hein. Inversement, il y a des sons que je n'entends pas et que le chien entend, les ultrasons, etc. Et les chauves-souris encore plus. Bon, donc l'ensemble des articulations que ma physiologie, physis nature, c'est le premier niveau. Et par-dessus ce niveau-là, qui sont mes possibilités physiologiques, il y a un deuxième niveau d'articulation qui est le code dans lequel je parle. L'être et le code. Là, on n'est plus dans l'être naturel. Chez les Anglais, vous n'avez pas le U, il n'est pas dans le code. La langue anglaise exclut complètement l'apparition du U. Faites compter un anglais de 1 jusqu'à 10, même s'il parle bien français. Il va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Il ne peut pas dire 8. C'est compliqué, 8. Je fais une petite parenthèse, mais les Africains francophones, c'est très mystérieux. Pour dire U, ils disent I, pour dire I, ils disent U. Pour dire le cul, ils disent le cuit. Ils ne peuvent pas dire. D'accord ? Et inversement, pour dire cuire, en allemand, ils vont dire cure. C'est curieux, hein ? Voilà. Il y a un petit problème là, entre le U et le I. Donc, j'y reviens. Deuxième niveau d'articulation, c'est que chaque culture, alors là, on n'est plus dans la nature, découpe dans l'ensemble de ce que la nature nous fournit, hein, exactement comme en musique, hein, la gamme pentatonique exclut les demi-tons, par exemple. Hein. Et par contre, elle utilise, le musicien chinois peut utiliser des quarts de ton, des trucs que nous n'entendons pas parce que nous ne sommes pas habitués, nous sommes atrophiés à ce niveau-là dans notre culture auditive occidentale, alors que le japonais ou le chinois se régale avec des huitièmes et des quarts de ton qui nous semblent un son monotone, évidemment on ne voit pas la différence. Donc chaque culture découpe dans l'être, dans ce qui est donné, dans ce qui nous est donné, et non pas dans ce que nous avons produit, une partie découpe une grille. Une grille, c'est ce que c'est pour les mots croisés. Hein, c'est-à-dire qu'il fait apparaître ceci et disparaître cela. Et une sélection, un discriminant, un crible. Ah, je prends le radical crible pour arriver à la crise. Hein. Donc il faudra bien choisir si on garde ceci, on laisse tomber cela. Donc là, je réponds un petit peu je rappelle ce que c'est que le double niveau d'articulation. Le propre du langage humain, c'est cette superposition d'un ensemble d'articulations qui n'est possible que par notre équipement corporel, pour aller très vite, physique, et une articulation culturelle. Autrement dit, tu réfléchis sur le langage et tu as bien raison, mais attention, nous ne parlons pas le langage. C'est une abstraction, on voit bien là. Nous parlons dans des langues, et tu l'as rappelé très bien, déterminées. Ah, j'utilise le français pour l'instant, ce qui implique ceci et exclut cela. Donc le langage ne passe de l'essence à l'existence, le langage, l'essence, système de communication entre les hommes utilisant un double niveau d'articulation, c'est bien joli. Pour l'instant, c'est un énoncé, tout ça, c'est une essence. Pour que ça rentre dans l'existence, déjà, de l'un, il devient multiple, c'est sous forme de multiples langues. Babel. Hein, étrangères les unes aux autres, il faut apprendre l'autre, etc. Même si l'apprentissage est aussi rapide, si je suis élevé en Chine, je vais apprendre le chinois, il n'y a pas des langues plus difficiles que d'autres. En elles-mêmes. Et même, arrivé à la langue, on est encore dans l'abstrait, car je suis en train de parler, j'essaye de parler français. En fait, on fait des fautes tout le temps. Un peu comme quand tu conduis la ligne jaune, ne me dis pas que quand tu es derrière un tracteur, tu restes 3 km derrière. S'il n'y a personne en face, tu fais une transgression. C'est pareil. Voilà, langue que de fois on oublie d'accorder les participes passés, ou bien on parle un peu comme les SMS et tout ça, bon, ou on est argotique, on prend des licences, bref. Seul existe ce que je suis en train de faire, ou ce que vous faites quand vous me répondez, la parole. Le langage, la langue, la parole. Alors, j'ai l'air de restreindre, oui, mais c'est seule la parole qui existe véritablement. Qui est le langage passé dans l'existence. Donc, quand on traduit ces fameux premiers mots qui sont au cœur de notre discussion, langage magique, surnaturel, c'est le début de l'évangile selon Jean, évangile qui tranche sur les 4 autres, puisqu'au lieu de commencer comme les autres par la tradition, Jésus est fils de Joseph, Joseph fils de machin, etc., les généalogies, comme toutes les sociétés patriarcales et archaïques, ça commence par au commencement est la parole. Alors, c'est le problème de la traduction. Et c'est le seul qui est écrit en grec et non pas en hébreu. Le mot, c'est logos. Démerdez-vous avec ça. Qui donne logique, qui donne fraction en mathématiques. Les logoi, c'est les rapports en mathématiques, les fractions. A sur B, c'est un logos.
c'est une ration, c'est une raison. Vous voyez, tout ça est lié. Parce que quand tu coupes un gâteau, tu vas dire, tu n'as qu'à donner à raison de 2 fraises par personne. Les parts. On le retrouve dans la langue. Tout ça exprime le mot logos. Je m'attarde, hein. On ne perd pas de temps là. Il y a une scène capitale dans Faust, référence hegelienne s'il en est, parce que non seulement comme toute cette génération, il est nourri de Goethe et a fortiori de Faust, qui est l'œuvre emblématique de Goethe, mais en plus, il était une grande correspondance entre eux, ils s'appréciaient mutuellement. Ils sont tous les deux de bons Allemands, c'est-à-dire des Allemands qui se méfient de l'Allemagne, je le dis au passage. La Deutschtum, la germanitude, comment dirait la corsitude, Hegel l'appelait la Deutschtum, la stupidité allemande. Dum, c'est idiot. Voilà. Je referme cette parenthèse politicarde, et je reviens à mon Faust. Il y a un chapitre célèbre, que tous les écoliers allemands connaissent, où Faust est dans son cabinet, là, dans son laboratoire, et il se dit, je vais essayer de traduire ce début de l'évangile selon Jean. Et il traduit au commencement, et la parole, il dit, non, pas possible que les étoiles, moi, c'était fait, la parole, c'est un flottement, c'est du vent, quoi. Au commencement, il y a la volonté, mais la volonté, c'est compliqué, ça vient de... Je saute des étapes, hein. Et il conclut au commencement était l'action. Enfin, pour montrer que ce n'est pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui. C'est compliqué de traduire, d'accord? Dieu est logos, ça ne veut pas dire que Dieu est un flatus vocis au sens spinoziste, c'est-à-dire des ébranlements sonores dans l'air. Hein. C'est pour ça j'insistais tout à l'heure qu'il peut y avoir un langage des sourds muets, c'est pas seulement... voilà. Donc, pour me résumer, attention à l'activité qui est au centre du langage tel qu'il s'exprime chez l'homme, de dénomination. Quand Adam dit « tu es un serpent, tu es un pommier, tu es un bananier, tu es un fraisier ». C'est une chatte femelle. Voilà. Je répète ce passage seulement. Capital, qu'est-ce? Nous répondons, c'est un lion, un âne, etc. Cela est. Cela, c'est-à-dire le nom que je viens de proférer. C'est-à-dire, ce n'est absolument pas quelque chose, ce n'est absolument plus, hein, qui a une couleur jaune, des pattes et ainsi de suite. Un être autonome propre. Non, c'est un nom, un son de ma voix. Quelque chose de tout autre que c'est dans la perception, et tel est son être vrai. Lorsque Mallarmé dit dans ce passage important où il veut faire comprendre en gros que la poésie consiste surtout, la poésie moderne, depuis moderne, ne consiste pas à décrire mais à suggérer, hein, c'est les thématiques familières, à évoquer, etc. Nommer un objet, c'est lui enlever les 3/4 du plaisir qu'il procure, donc c'est pas en poésie qu'on va dire la tasse est sur le piano, c'est pas intéressant. Donc, il donne un exemple, il dit « je dis une fleur ». Voilà, je dis une fleur. Et immédiatement, on a des choses dans la tête. Des représentations, hein, chacun. Et voilà ce qu'il en dit. Et hors de l'oubli, en dehors, c'est du Mallarmé, hein, je suis obligé de traduire en français, et en dehors de l'oubli, ça veut dire il faut vite oublier, où ma voix relègue, évacue, aucun contour, une forme visuelle, hein, celle d'une tulipe ou d'un œillet. Et hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour en tant que les calices su, SUS, du verbe savoir, connu, donc je laisse tomber les fleurs empiriques, musicalement se lève, quand je dis une fleur, maintenant je réponds, musicalement se lève, comme une fleur peut émettre un son, musicalement se lève, idée même, idée, et suave. 2 points, l'absente de tout bouquet. En fait, c'est la fleur absolue. Quand je dis fleur et que je n'ai pas encore réfléchi, si je te dis, je t'ai apporté les fleurs, mais je ne te les ai pas encore montrées, tu as une représentation mallarméenne. Tu imagines une espèce d'une fleur qui est toutes les fleurs et aucune en même temps. Aucune empiriquement, mais qui les ait toutes. Car il y a l'idée de fleurs. Alors là, Mallarmé va peut-être pas jusqu'où bientôt Freud va aller. Peut-être que si nous attachons tellement d'importance aux fleurs dans la vie sociale, dans la vie courante, toutes les cultures, hein, quand on dit cette fille est dans la fleur de l'âge, etc., bon, c'est que la fleur, c'est l'organe sexuel de la plante, on le sait bien. Là, je passe à Freud. Ça a un rôle, ça a une odeur, ça a un parfum, c'est vrai que c'est suave. D'accord? Et l'odeur joue un rôle capital dans la sexualité des mammifères.
Et là, il faut Freud pour savoir ça, vous voyez. Ça, c'est les acquisitions. Hein. S'il y a un tel travail sur l'odeur depuis la nuit des temps, les Égyptiens avaient déjà des parfums, les Égyptiennes, d'accord, des onguents, des aromatiques, c'est que il ne faut pas laisser l'odeur telle qu'elle est, car ça pourrait nous diviser, nous opposer et créer des conflits. Hein. Ça joue un rôle capital, regardez les chiens, l'odeur chez les mammifères. Donc pour sublimer l'odeur naturelle, on a créé toute la cosmétique du parfum, depuis des milliers d'années. Hein, on parle de choses profondes. La culture, c'est pas la nature. Elle n'existerait pas sans la nature. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais elle ne s'y réduit pas, loin de là. Elle s'y oppose même. D'accord ? Donc musicalement se lève, idée même est suave, l'absente de tout bouquet. Donc le langage exprime quelque chose qui apparemment n'existe pas empiriquement, mais qui existe plus que l'empirie. Ce qui ne peut que se concevoir sans qu'on puisse le voir. Exactement comme la loi physique de la chute des corps, quand on voit la feuille tomber comme ça, c'est pas la chute des corps elle est verticale, d'accord ? Mais c'est parce que quand la feuille tombe, il y a la résistance de l'air qui fait... On peut négliger tout ça, et le vrai physicien est celui qui voit derrière l'empirie, derrière la feuille qui tournoie, le fil à plomb. Voilà. Le langage nous sort de la nuit de l'intuition. Cette image appartient à l'esprit. Là, il n'y a pas le langage encore, il y a des images. Il est en possession de celle-ci, il en est le maître. L'image est conservée dans le trésor de l'esprit, dans la nuit soulignée de l'esprit. Elle est l'image, elle est objet devant la représentation. L'homme est cette nuit, tant qu'il ne parle pas. Ce néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit. Le mot nuit revient obsessionnel. Une richesse de représentation, d'images infiniment multiples, dont aucune précisément, c'est tellement ce qu'on voit quand on est endormi, dont aucune précisément ne lui vient à l'esprit ou qui ne sont pas en tant que présentes. C'est la nuit, 5e fois. L'intérieur de la nature qui existe ici, l'intérieur de la nature. Pas l'extérieur que nous voyons à l'intérieur. Pure soi, dans les représentations fantasmagoriques. C'est la nuit, 6e fois, tout autour. Ici surgit alors subitement une tête ensanglantée. Là, une autre silhouette blanche. Et elles disparaissent de même. C'est cette nuit qu'on découvre lorsqu'on regarde un homme dans les yeux. On plonge son regard dans une nuit qui devient effroyable, le mot est souligné. C'est la nuit du monde qui s'avance ici à la rencontre de chacun. C'est de ça que nous sort le langage. Quel est le rapport entre le mot et l'outil ? C'est que dans les deux cas, on a affaire au triangle. On y revient, moi je ne veux pas perdre mon fil. L'outil est un moyen terme entre moi, travailleur, et l'objet travaillé. Il y a moi, 1. L'objet travaillé, 2. Entre les deux, l'outil, 3. Le moyen terme. Exactement comme le message est là au milieu entre toi et moi. Il y a bien un rapport entre le langage et l'outil. Tout, je reviens à Tranduktao tout à l'heure, essai sur l'origine de la conscience et du langage. Par quoi l'homme a commencé ? C'est en parlant qu'il est devenu homme ou en produisant des outils ? On va être idéaliste ou marxiste ? Vous voyez l'enjeu ? L'air de rien. Le langage serait tombé du ciel. Personnellement, je pense que le langage n'a été rendu lui-même possible qu'à force de vivre dans un monde où les objets étaient travaillés. Et ça a pris des millions d'années. Il y a évolution, à l'intérieur de laquelle il y a des révolutions. L'outil, le langage, c'est des révolutions. Mais ça suppose une longue évolution. Je reviens au déploiement temporel. Je suis en train de dire quoi ? Je suis en train de dire que le point commun entre l'outil et le langage, et je n'ai pas dit le plus important des deux points communs, c'est de fixer. De fixer ce qui disparaît, ce qui dans la perception habituelle, là au bout de la truffe de mon chat, c'est une suite d'odeurs, l'animal vit dans ce que Kant appelle une rhapsodie sans suite, un flux de sensations. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne va pas fixer. Pour fixer, pour que je dise un teckel et un Saint-Bernard, dans les deux cas je dis un chien, vous vous rendez compte, là, comme je passe au-delà, tout ce qui est changement, transformation visuelle, d'accord ? Un teckel et un Saint-Bernard, il faut le faire quand même.
et a fortiori quand je dis un animal, mettant dans le même sac une amibe et un mammouth, quand même. Et en passant par toute l'incroyable diversité du monde animal qui stupéfie Gluskar. Le sensible a l'air de déborder toujours le concept. Hein, le sensible déborde le concept. Et qui désespérait Aristote. Vous savez, Aristote, qui s'efforçait de faire des gens en espèces individus, si on lui avait présenté un ornithorynque comme il y en a en Australie, c'est-à-dire un animal qui a des poils, ben donc c'est un mammifère, ah non, parce qu'il pond des œufs, merde. Monstre. Bref, c'est une fantastique diversité que la nature déploie dans ses effets. Nous disons animal. Fantastique puissance de l'abstraction. Je fais abstraction de toutes les différences de couleur, d'odeur, de taille, etc. Pour regarder ce qui ne bouge pas, fixé. Le langage a cette fonction, l'outil aussi. Et c'est là qu'on voit que l'outil, c'est pas l'instrument. Quand vous allez voir des tas de documentaires, plus que jamais maintenant, qui vous diront, mais attends, l'homme n'a rien inventé, un singe, il prend un caillou, et il sait ce que c'est que l'outil, il casse la noix pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais c'est pas, il n'a pas fabriqué le caillou. L'instrument, oui, qui est effectivement intermédiaire, c'est pas l'outil. L'outil commence, et c'est ce que dit Trandukta, où j'en arrive maintenant à sa conclusion, c'est que ce qui est typique de l'outil, qui n'apparaît qu'avec l'homme, c'est ce qu'il appelle la forme typique. On reconnaît les haches néolithiques. Promenez-vous dans le désert et vous voyez, parce qu'il suffit d'un coup de vent et des dunes, et on voit apparaître des choses qui étaient sous le sable depuis des milliers d'années, c'est assez émouvant. On voit là en plein néant, tout d'un coup, des milliers de petites pointes de flèches en silex admirablement ouvragées, qui ont toutes exactement le même canevas, comme des variations ou des chorus sur un thème en musique, qui ont toutes le même modèle. Des fois, le silex est brun, des fois, le silex est couleur de miel, des fois, il est rougeâtre, on s'en fout, mais il y a ce que bientôt la philosophie appellera à partir de Platon l'eidos, la forme, qui va donner id, le suffixe singe anthropoloïde, qui a la forme de l'homme. Elles ont toutes la même eidos, même contour, la même idée, et qui fait comprendre que Marx puisse dire ce qui distingue tout de suite l'abeille la plus habile de l'architecte le plus maladroit, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité. Encore, c'est pas l'architecte, mais la complicité de l'ingénieur et de l'ouvrier et du maçon. Ils font qu'on passe de la maison de l'architecte à la maison réelle. Je résume ce que je viens de dire. Je pense que dans les deux, il y a une priorité à l'outil chronologiquement. C'est pour ça que je suis marxien. C'est-à-dire qu'il fallait que l'enfant du néolithique qui voit les outils de son père et qui va les perfectionner, c'est ça qui fait le progrès technique. L'enfant, a fortiori le petit enfant, et ainsi de suite. L'évolution peut se faire parce que l'outil est resté. L'animal qu'on chassait avec l'arc, il a disparu, il est mangé. Moi, je vais mourir, moi le chasseur, ce qui reste. Et dont mon fils va hériter. L'invariant, c'est l'arc, c'est le galet éclaté, c'est la hache de pierre. Le mot, on l'a vu pour chien tout à l'heure, fixe la chose, va au-delà des différences. J'avais la mémoire, comme tu disais, d'un petit animal comme ça, un petit toutou qui remuait la queue, un teckel, et tout d'un coup je vois un Saint-Bernard. J'ai la mémoire, mais maintenant je forge le concept de chien. D'accord ? Donc ça vient fixer ce qui était disparaissant. La taille, la couleur, tout ça importe peu. Il peut y avoir un chat noir, il peut y avoir un chat blanc, et alors c'est un chat. Je le sais maintenant, grâce aux mots. Le travail est un acte d'anéantir, réfréné par la nécessité. C'est beau ça aussi. L'acte d'anéantir, comme le guépard qui veut anéantir la gazelle, mais réfréné par la nécessité. Je vais construire l'outil d'abord, je mangerai après. Mon acte s'applique d'abord à faire quelque chose qui ne me rapporte rien dans l'immédiat. Oui, il y a déjà la raison, aller au-delà de l'ici et du maintenant. C'est une dimension temporelle sur laquelle j'insiste. Donc, le travail est un acte d'anéantir, réfréné, un désir réfréné par la nécessité, c'est-à-dire par quelque chose d'absolument extérieur. La liberté de la conscience supprime cette nécessité
et réfrène par soi-même l'anéantissement de l'objet dans la jouissance. S'ensuit une réflexion sur les deux sexes. Soit en passant, je vous l'ai dit, c'est pourquoi les deux sexes deviennent des étangs conscients l'un de l'autre, des étangs pour soi subsistants. Et ainsi chacun existe lui-même dans l'être pour soi de l'autre, et chacun est conscient de soi et est pour soi dans la conscience de l'autre. Bientôt, le couple, qu'on peut trouver dans la nature, va devenir mariage. Avec l'outil, d'accord, le porter la mort qui existe dans le monde animal, d'accord, cette négativité, tu as raison, va apporter une fabuleuse positivité qui est le monde de la civilisation et de la culture. Autrement dit, on a commencé par les pointes de flèche, et ça se termine par l'art de la fugue, ou la Passion selon saint Matthieu, en passant par la Joconde, ou les peintures de Véronèse et de qui vous voudrez. C'est la fonction à laquelle on fait servir l'outil dont on peut discuter moralement et sur le plan éthique et politique. Mais pas l'outil lui-même. Encore une fois, je le répéterai sans cesse, si je tue quelqu'un avec un couteau, c'est pas le couteau qu'on envoie en tôle, et on a bien raison. Il est complètement ni innocent ni coupable. Il est hors morale, l'outil. Je fais tout mon séminaire sur Ulysse. Ulysse qui ne fait que réintroduire le carnage alors qu'il s'en croit loin, d'accord, ce qui est un peu au cœur de ta question. Mais les étapes qu'il fait dans le grand haut de l'oméga, les étapes, une île, un joli décor et une nana agrémentée de ciel et de luxe, comme dit Rimbaud quelque part, ce sont des progrès dans la positivité aussi. Donc, il y a d'abord la division de la société en classes, par lequel se réintroduit l'agressivité. D'accord ? Et il y a surtout, l'animal, lui, n'est réveillé, au sens propre, ne s'éveille. Chaque fois que j'ai vu un lion, moi, en Afrique, il roupillait. L'animal ne sort de son retour au ventre maternel, je ne reproche pas d'y replonger dès qu'il peut, pauvre lui avec la vie qu'il mène, la vie exténuante d'un guépard qui s'y est pris à 50 fois pour avoir une proie. L'animal ne sort que poussé par l'instinct, qui est principalement l'instinct nutritif, enfin de manger, et qui suppose de porter la mort. Qu'il s'agisse ici d'un protozoaire qui dévore un autre protozoaire, vous l'avez déjà vu en animation, ou qu'il s'agisse d'un fauve, d'un mammifère, ne change rien à l'affaire. D'accord ? On est réveillé que pour cette agressivité. Ce qui est nouveau avec la positivité apportée par l'outil, au sens anthropologique, c'est qu'il y a énormément plus de temps où l'homme jouit d'une positivité. D'accord ? Mais je n'ai pas dit qu'il a éliminé la négativité. Loin de là. Et en particulier, à cause de la société, ça c'est moi qui en tant que marxiste l'ajoute, je le dis dogmatiquement pour l'instant sans le démontrer, pour moi la principale raison de la subsistance de cette agressivité, c'est la division de la société en classes avec les négations qu'elle implique, les refoulements et les non-dits qu'elle implique. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas nier, c'est pour ça que je reviens à la civilisation, au sens positif, à la culture, à l'art de la fugue, je disais à la Joconde parce que c'est connu, on peut avoir d'autres peintures, y compris beaucoup plus contemporaines, ce qui fait cette richesse fabuleuse du monde de la culture, dans sa diversité, qui font que les orgues à bouche du Laos et du Cambodge, c'est un son absolument inconnu en Europe, et vice-versa, le son du corps. Ce qui fait de cette prodigieuse diversité des timbres, des couleurs, des bâtiments, de l'architecture hindoue au château de la Loire, c'est quand même d'énormes variations, c'est aussi précisément les progrès dans la positivité, et qui multiplie pour nous tous l'infinité de notre désir. Nous les avons inconsciemment comme modèle quand nous désirons. Nous ne nous contentons pas de désirer une gazelle tout le temps. Je veux dire pour sa chair. Il faut sens métaphorique. Les yeux de biche, mais ça c'est dans le Cantique des Cantiques, qui est un des textes les plus érotiques de la Bible, n'est-ce pas ? Et ton ventre est comme celui de la biche, ben oui, d'accord. Comme. Donc c'est pas la même chose. Le langage est par rapport à l'ordre symbolique, comme cette voix des filles du Rhin qui émerge des flots du Rhin à la première respiration. La 9e symphonie.
Il y a bien un manifeste de la modernité, une accession, comme si tout d'un coup le langage manquait dans la musique. Ne faites pas dire que quand j'écoute un quatuor de Beethoven d'ailleurs ou de Haydn, il me manque quelque chose parce que ça ne parle pas. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit comme si, c'est comme si tout d'un coup quelque chose venait donner un contenu à la forme qui jusqu'ici nous tourmentait, nous ravissait,